le noyau donc, est composé de neutrons et de protons. Maintenant, essayons de voir à l'intérieur de ces protons et de ces neutrons. Donc, ce qui se trouve à l'intérieur des protons et de neutrons, un proton ou bien un neutron est composé de l'association de 3 quarks. D'accord ? Donc, c'est-à-dire, les quarks sont, pour le moment, sont des particules élémentaires, c'est-à-dire on ne peut pas diviser un quark. Donc, je reviens à la classe des fermions. Donc, je dis tout à l'heure, on classe tout d'abord les particules en 2 catégories, les fermions et les bosons. On va essayer de voir la classe des fermions, puis après, je reviens à la classe des bosons. Donc, les fermions, on les divise en 2 catégories. Donc, la première catégorie, ce sont les quarks, et la deuxième catégorie, ce sont les leptons. Donc, il existe dans la nature 6 quarks. Le quark down, up, strange, charm, bottom et top. Donc, la première catégorie, donc, cette première partie, donc les 3 ici, donc ces 3 quarks ont la charge 2 tiers, la charge électrique, et ces 3 quarks ont la charge moins 1 tiers fois la charge électrique. Okay? Donc, on a 6 quarks. On dit, par exemple, l'uni, on a 6 types de quarks. On dit également 6 saveurs de quarks. Donc, la saveur down, la saveur up, la saveur strange, la saveur charm, la saveur bottom et top. Si par exemple, je reviens aux protons et aux neutrons, on a dit tout à l'heure que les protons et les neutrons sont composés de 3 quarks. Essayons maintenant de construire un proton ou bien un neutron. Donc, pour construire un proton, donc on a dit que un proton il contient 3 quarks. Et je dis tout à l'heure que les quarks ont une charge soit plus 2 tiers, soit moins 1 tiers la charge électrique. Donc, qu'est-ce qu'il faut prendre comme charge des quarks pour obtenir une charge plus 1? Tout simplement, il faut prendre 2 quarks up et un quark down. Pourquoi? Parce que le quark up, il a une charge plus 2 tiers, et le quark down, il a une charge moins 1 tiers. Donc, l'uni. Donc, si j'additionne 2 tiers plus 2 tiers, moins 1 tiers, donc ça donne la charge plus 1, la charge du proton, tout simplement. D'accord? Maintenant, de la même façon, qu'est-ce qu'il faut faire pour construire un neutron? Un neutron, il a quelle charge? Il a la charge électrique égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, il faut inverser. Donc, il faut prendre, par exemple, un quark up, donc il y a une charge 2 tiers, et ajouter deux quarks down, qui ont respectivement la charge moins 1 tiers. Donc, ça fait 2 tiers, moins 1 tiers, moins 1 tiers. Donc, on retrouve la charge du neutron qui est égale à 0, tout simplement. Donc, elle est la différence entre les protons et les neutrons. Donc, un proton est composé de 2 quarks up et un quark down. Par contre, un neutron est composé de 2 quarks down et un quark up. Donc, les quarks, on ne peut pas observer dans la nature un quark à l'état libre. Donc, ce qu'on observe, c'est l'association de plusieurs quarks. Donc, si j'essaie par exemple, si je prends un proton et on essaie de diviser, c'est-à-dire regarder à l'intérieur ce qui se trouve, on essaie de séparer de quarks, donc on n'y arrivera pas, donc les quarks se trouvent toujours à l'état lié. Donc, les quarks, cet état lié s'appelle les hadrons en fait. Donc un hadron, c'est l'association de plusieurs quarks. Et quand je reviens au proton par exemple, le proton est un hadron, parce qu'il est constitué de l'association de 3 quarks tout simplement. Et dans cette classe de hadrons, donc je peux trouver 2 sous-groupes. Donc le premier groupe, ce sont soit les baryons, soit les mésons. Donc les hadrons sont composés soit de baryons, soit de mésons. Donc les baryons, c'est l'association de 3 quarks. Par exemple, le proton est un baryon, parce qu'il est constitué de 3 quarks. Le neutron également, c'est un baryon, parce qu'il est composé de 3 quarks. Par contre, il y a une deuxième classe, c'est la classe des mésons. Un méson est composé d'un quark et d'un anti-quark. J'expliquerai tout à l'heure c'est quoi un anti-quark. Tout simplement, c'est l'antiparticule du quark, c'est l'anti-quark. D'accord? Donc je reviens tout à l'heure donc, à la définition des antiparticules. Donc quel est ce qu'il faut retenir en fait? Donc tout d'abord, je reviens. Donc la classe principale, c'est quoi? Ce sont les fermions et les bosons. Les fermions, on les classe en 2 catégories, les quarks et les leptons. Les quarks, je ne peux pas observer un quark à l'état libre, donc on observe les quarks à l'état lié, sous forme de hadrons. Et ce groupe de hadrons, il contient 2 sous-groupes, les baryons et les
maison. Je passe maintenant à la deuxième classe, ce sont les leptons. Donc le prototype des leptons, c'est l'électron. L'électron, donc il a une charge électrique -1. La taille, donc c'est inférieur à 10-19 mètres. Bon, la masse c'est de l'ordre de 0,5 MeV sur C au carré. Donc j'ai utilisé la définition tout à l'heure. Donc je peux décrire donc la masse sous forme d'une énergie. Donc c'est pour cela que j'utilise donc pour décrire la masse de l'électron l'unité de l'énergie. Bien sûr, bon, divisé par C au carré. Donc voici les deux autres leptons, donc l'électron, les muons et le taux. Donc les muons et le taux, ce sont des particules qui sont identiques à l'électron. La seule différence, c'est qu'ils ont une masse plus élevée par rapport à l'électron. Donc le muon, par exemple, il a une masse qui est de l'ordre de donc 120, ça fait 240 fois la masse de l'électron. Par contre, le taux, il a une masse de l'ordre de 3600 fois la masse de l'électron. Donc le muon, il a une masse de l'ordre de 120 MeV. Par contre, le taux, il a une masse de l'ordre de 1,7 GeV. À ces trois leptons, on associe trois neutrinos. Le neutrino électronique associé à l'électron, le neutrino muonique associé au muon et le neutrino tau associé au lepton tau. Demain, les leptons, donc il existe 6 quarks et 6 leptons. Donc parmi ces leptons, il y a 3 leptons chargés. L'électron, le muon et le tau, ils ont une charge électrique -1. Et les neutrinos, ce sont des particules qui ont une masse pratiquement égale à 0 et ils ont une charge égale à 0. Donc on classe ces fermions, c'est-à-dire ces quarks et ces leptons, en 3 générations. On appelle 3 sous-groupes ou bien 3 générations. La première génération, donc cette génération, elle va nous permettre de fabriquer la matière. La matière, par exemple, cette table, elle est constituée de l'association de quarks d'Aun, des électrons. Bon, les neutrinos, donc on ne trouve pas les neutrinos donc, pour la formation de la matière, mais il suffit juste d'utiliser ces 3 éléments pour former la matière. Donc je rappelle tout à l'heure, donc un proton il est composé de quoi? De 3 quarks, down et up. Un neutron également est composé de 3 quarks, down et up. Donc on ajoute les électrons, donc on peut former avec ces 3 composantes la matière. Je passe maintenant à la définition des antiparticules. Les antiparticules, en fait, on peut regarder par exemple, si je prends l'électron, et là, donc cet électron a une antiparticule qui s'appelle positon ou bien positron. D'accord? Donc quelle est la différence entre particule et antiparticule maintenant? Donc on peut voir ça, l'antiparticule, c'est l'image d'une particule à travers un miroir, en fait. Donc ce qu'il faut faire, toutes les grandeurs scalaires, donc on les garde, c'est-à-dire la particule et l'antiparticule ont les mêmes grandeurs scalaires, et toute grandeur vectorielle, donc il faut inverser cette grandeur vectorielle. D'accord? Par exemple, si je prends la masse, donc la masse c'est une grandeur scalaire. Donc particules et antiparticules vont avoir la même masse. Le spin par exemple, le spin c'est une grandeur vectorielle, donc je peux prendre la valeur up ou bien down. Donc si je fais l'image de la particule à travers un miroir, donc le spin sera inversé. Donc, par exemple, si je prends un électron de spin up, de charge -1, donc, et je cherche l'antiparticule de cet électron, donc qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une antiparticule donc, qui a la même masse, qui a une charge inversée, d'accord, qui aura la charge plus E, et qui a un spin opposé. D'accord? Donc cette notion d'antiparticule a été introduite autour des années 30 par Dirac. Donc maintenant, dans cette première partie, donc, on a répondu à la question de quoi le monde est-il fait. Donc ce monde est formé de l'association de quarks et d'électrons. Il y a également, dans ce monde, on peut également trouver d'autres particules, et ces particules sont formées également de l'association de quarks. Maintenant, si on prend ces protons par exemple et ces neutrons, qu'est-ce qu'il faut faire pour lier ces particules pour former la matière? Donc on va essayer maintenant de répondre à la deuxième question. Quelle est la force qui permet de maintenir ces constituants ensemble pour former ce monde?
interaction entre les particules agissent à travers un boson échangé entre les particules qui interagissent. Donc on peut voir ces interactions comme étant un jeu de balles qui peut amener les particules à rapprocher ou bien à s'éloigner. Donc je vais vous donner un petit exemple en fait pour comprendre c'est quoi une interaction. Donc en fait, je vais prendre deux garçons sur deux petits bateaux en fait. Donc ces deux garçons vont échanger un ballon. Donc on va supposer que la masse de ce ballon est non négligeable par rapport au système garçon-bateau. Donc en fait, lorsque ces deux garçons vont échanger ce ballon. Donc lorsque le premier garçon, essaye de lancer le ballon vers son coéquipier, qu'est-ce qui va se passer? Donc en exerçant une force sur le ballon, donc le ballon également va exercer une force opposée. Qu'est-ce qu'on obtient comme résultat? Donc en lançant le ballon, donc le bateau va reculer vers l'arrière. Bien sûr, si on suppose que le ballon a une masse non négligeable. D'accord? Pareil donc pour le deuxième garçon, en recevant le ballon, donc le ballon va exercer une force qui va faire reculer le ballon vers l'arrière. Maintenant, supposons que je ne peux pas voir ce ballon. En fait, ce qui se passe, c'est que on va voir donc le premier bateau va reculer et ensuite donc le deuxième bateau va reculer. Donc c'est ce qui se passe en fait entre deux charges de même signe. Si par exemple je remplace ces deux bateaux par deux charges qui ont le même signe, par exemple deux charges positives, donc si on approche ces deux charges, qu'est-ce qui se passe? Donc ces deux charges, donc en se rapprochant, donc ils vont interagir à travers un boson. Le boson ici, c'est l'équivalent du ballon de tout à l'heure. D'accord? Donc, c'est-à-dire le boson, on appelle ce boson le boson médiateur de l'interaction. D'accord? Donc, ils vont échanger ce boson et ils vont par la suite se reposer pour s'éloigner. D'accord? Donc, je reviens maintenant à l'exemple de tout à l'heure et je vous pose par exemple la question, est-ce que ces deux garçons, est-ce qu'ils vont donc pouvoir lancer le ballon jusqu'à une distance infinie ou non? Une question? Non. Donc ça dépend de quoi? Pour que je puisse envoyer donc, le ballon jusqu'à une distance infinie. Donc qu'est-ce qu'il faut? Donc ça dépend de la force du garçon. Bon. Bien sûr, donc je veux lancer le ballon vers l'infini. Donc ça dépend de la force. Mais si je fixe la force du ballon, donc il y a quoi d'autre comme... Donc la masse du ballon. D'accord? La masse du ballon est un critère fondamental. En fait, lorsque j'augmente la masse du ballon, la distance d'échange va diminuer, tout simplement. D'accord? Donc les deux garçons, à un certain moment, l'un des garçons va jeter le ballon dans l'eau. Tout simplement, je définis donc cette distance, la distance qui se trouve ici, donc la distance entre le bateau et le ballon, s'appelle la portée de l'interaction. D'accord? Donc maintenant, pour pouvoir envoyer le ballon vers l'infini, qu'est-ce qu'il faut? Il faut diminuer la masse. Donc lorsque je diminue la masse, je peux envoyer le ballon pour des distances plus grandes. Donc maintenant, si on suppose entre parenthèses que la masse du ballon est égale à 0. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux envoyer le ballon vers l'infini, tout simplement. Donc si le boson de l'interaction a une masse égale à 0,